Alors, Le Corbeau est un film important dans l'histoire, dans la carrière, dans l'histoire du cinéma français bien sûr, mais aussi dans la carrière d'Henri-Georges Clouzot, puisque c'est son deuxième long métrage en tant que réalisateur. Il avait été engagé par la Continentale, donc qui était une société à capitaux allemands mais implantée à Paris, et qui réalisait donc produisait des films français, qui a produit, je crois, à peu près une centaine de films pendant la période de l'occupation. Clouzot avait donc été directeur du département scénario, et c'est dans le cadre de la Continentale qu'il avait dirigé L'Assassin Bito 21, qui était un polar comique, brillant, mais pas aussi ambitieux que Le Corbeau. Donc là, il a les coups des franches. On peut s'étonner qu'il ait eu les coups des franches pour un film quand même aussi transgressif, puisqu'il décide, avec son scénariste Louis Chavance, de s'inspirer d'une affaire qui avait eu lieu à Tulle en 1900, enfin au début des années 20, et qui était l'affaire des lettres anonymes de Tulle. Alors Louis Chavance avait déjà déposé un scénario dans les années 30, qui s'appelait L'œil du serpent, et sous le titre Le Corbeau, donc, Clouzot va construire un scénario diabolique, extrêmement pervers, extrêmement terrifiant, puisqu'il il met en scène, il ne s'agit pas de Tulle, le film tourné à Montfort-l'Amaury, mais il y a un petit carton au début qui nous dit une petite ville ici ou ailleurs. Dans cette petite ville, les lettres anonymes vont agir comme un révélateur, révélant les passions des uns et des autres, les secrets sexuels, les turpitudes, etc. C'est la première fois que Clouzot, si on peut dire, met les pieds dans le plat et donne à voir sa dimension d'homme anticonformiste, un peu anarchiste. Hein. Il avait été un parolier anarchisant pour Marianne Oswald dans les années 30. Il vient plutôt de là, Clouzot. Hein. C'est plutôt un homme de gauche avec cette tendance comme ça libertaire. Il aime surtout, je crois, et c'était déjà d'ailleurs sensible dans les scénarios de ses premiers films, il aime mettre en scène le sexe. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très nouveau chez lui. On ne voyait pas ça dans les films des années 30, à part peut-être un peu chez Edmond Téréville, qui est un cinéaste proche de Clouzot à bien des égards, même si moins talentueux. Déjà dans les films qu'il a écrits à la fin des années 30 et puis dans L'Assassin Bito 21 et encore plus dans Le Corbeau, je crois que c'est ça qui est peut-être le plus étonnant dans Le Corbeau, c'est qu'on raconte les histoires de coucherie, les histoires de femmes un peu légères jouées par Ginette Leclerc, et l'histoire surtout du médecin, hein, joué par Pierre Freinet, dont on raconte le passé d'avorteur, etc. Enfin, etc. On essaie de faire croire que, en tout cas. Donc il y a toute une thématique comme ça autour de choses dont on parlait évidemment pas du tout dans le cinéma de l'époque, l'avortement, mais aussi la drogue, hein, avec le personnage joué par Pierre Larquet, qui dit lui-même qu'il pratique, qu'il est accro à la morphine. Donc tout ça est vraiment assez étonnant si on y pense, si on repense à ce qu'était le climat moral pudibond de l'occupation, peut-être moins à Paris qu'à Vichy, bien sûr, mais enfin, qu'un film comme ça ait pu se tourner avec des acteurs connus, avec l'argent d'une société allemande, alors même que les Allemands avaient tout intérêt à ce que les lettres anonymes continuent de pleuvoir pour dénoncer des Juifs, et Dieu sait qu'elles ne manquaient pas de pleuvoir en ces années d'occupation. Enfin, tout ça, ça rend absolument invraisemblable qu'un film comme ça ait pu être réalisé, produit, sorti avec succès. À telle enseigne d'ailleurs que ça va très mal se terminer, puisque même si le film est un succès, il va hérisser la police d'occupation, mais il va hérisser encore plus les idéologues de la résistance, puisque le film, dès 1944, est dénoncé dans les lettres françaises clandestines, est dénoncé comme un film de propagande anti-française. On aurait pu croire que le film aurait été, au contraire, valorisé comme un film qui mettait en scène métaphoriquement la réalité terrifiante de la délation des Juifs par les bonnes petites gens de province. Ben non, on va dénoncer le film comme un film anti-français. On va raconter que le film aurait été exploité en Suisse sous le titre Une petite ville française, ce qui était totalement faux. Georges Sadaou, le grand critique communiste de l'époque, va vouer aux gémonies la propagande nazie que servirait selon lui Le Corbeau, etc. Qui a retourné sa veste d'ailleurs par la suite. Donc voilà, le film va être pris un peu entre deux feux, entre évidemment la censure larvée moins grande qu'on a dit d'ailleurs de la période d'occupation,
et la censure de l'après-guerre, qui va être tellement violente qu'en fait, Clouzot va passer devant la commission d'épuration et va être interdit de tourner pendant à peu près 3 ans. Il fera son retour qu'en 1947. Alors, aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut peut-être évidemment être un peu perplexe sur le fait que Clouzot ait travaillé aussi régulièrement à la Continentale avec Alfred Greven, qui en était le patron éclairé, certes, mais enfin, on voit bien que Clouzot, à ce moment-là, a bien vu où était son intérêt et a su se servir, évidemment, de ce contexte troublé pour s'imposer en tant que metteur en scène. Mais il n'est pas le seul, c'est le cas aussi, à la même époque, d'André Cayatte, de Christian Jacques, qui avait beaucoup tourné pour la Continentale, ou ailleurs, ou pour d'autres sociétés, de Robert Bresson, de Claude Autant-Lara. C'est un moment où les grands cinéastes, les grands aînés du cinéma français étant partis à l'étranger, ça a permis à quand même pas mal de jeunes metteurs en scène de faire leurs premières armes. On peut effectivement s'interroger sur une certaine perversité qu'a Clouzot à s'installer dans ce système évidemment très corseté, très contrôlé du cinéma de l'occupation pour y faire un film aussi transgressif. Mais je crois que ça signe dès le départ le personnage. C'est un pervers, hein, c'est vraiment quelqu'un qui aime à s'inscrire dans une structure comme ça, un peu sclérosante, un peu étouffante, un peu contraignante, pour y affirmer une liberté tordue. En tout cas, quoi qu'il en soit, le Corbeau reste vraiment un des chefs-d'œuvre du cinéma de l'occupation, à la fois par la force de son propos, par la violence des situations mises en scène, par la violence politique hein, de ce film qui nous raconte vraiment une certaine crapulerie de cette période de l'occupation comme aucun film n'a osé le faire alors. C'est un peu un retournement extraordinaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on y voit comme n'ont pas su le faire les contemporains, on y voit un extraordinaire reflet de ce qu'a été le climat moral de cette époque. Et puis aussi, c'est un film admirable parce qu'il fait la jonction, sans doute, entre le grand art expressionniste allemand, dont se souviennent certaines des scènes les plus spectaculaires du film, notamment celle de l'enterrement, et puis le cinéma peut-être plus sec, plus nerveux, plus efficace, plus à l'américaine que va pratiquer Clouzot après la guerre.